Maintenant, l'invité de la matinale, il est l'avocat de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, détenu en Algérie depuis le 16 novembre dernier. Il a été ambassadeur en charge des droits de l'homme, puis ambassadeur au Danemark, où il a réchappé d'un attentat. C'était le 14 février 2015, quelques jours après les attentats de Paris. Bonjour François Imray. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. J'ai omis de préciser que vous avez eu par le passé d'autres clients emprisonnés à l'étranger. Paul Watson, le défenseur des baleines, récemment libéré, Carlos Ghosn qui s'est libéré tout seul et quelques autres. Je renvoie nos auditeurs au portrait que vous a consacré Libération lundi dernier. Ma première question, François Imray, concerne évidemment l'écrivain Boualem Sansal. Quelles sont les dernières nouvelles qui vous sont parvenues de cet homme ? Écoutez, les nouvelles que j'ai sont indirectes, et notamment par ses avocats. Et c'est pour ça d'ailleurs que je souhaite pouvoir le voir, et ça me paraît vraiment nécessaire. Il ne va pas mal, mais en même temps, c'est un homme âgé et affecté d'une maladie grave. Il est actuellement détenu au pavillon pénitentiaire de l'hôpital Mustapha d'Alger. Donc il fait l'objet d'un suivi attentif, mais ça ne suffit pas. Il n'en demeure pas moins, encore une fois, qu'il est âgé et qu'il est fragile. Pouvez-vous rappeler à nos auditeurs ce que les autorités algériennes reprochent à Boualem Sansal, ce qui justifie son incarcération en Algérie? À mon sens, ça ne le justifie pas. Oui, mais aux yeux des autorités. Ce qui est invoqué, c'est une infraction à l'article 87 bis du Code pénal algérien, qui est un article très long, qui réprime tout ce qu'ils appellent les crimes contre la sûreté de l'État. Et honnêtement, j'aimerais pouvoir répondre plus précisément à votre question, c'est-à-dire savoir en quoi les écrits de Boualem Sansal, de surcroît écrits en dehors de l'Algérie, ont pu porter atteinte à la sécurité d'un État de 45 millions d'habitants. Et j'aimerais bien aussi savoir en quoi, parce que vous savez que pour qu'il y ait une infraction, il faut qu'il y ait un fait matériel, il faut qu'il y ait une intention criminelle, en quoi il a eu l'intention de porter atteinte à cette sécurité de l'État. Donc là, on voit bien qu'on a des arguments qu'on entend développer avec les avocats algériens, mais dans le cadre de la procédure qui est ouverte actuellement à Alger. Vous parlez de ces avocats algériens, comment vous travaillez avec eux et comment peut-il avoir des avocats algériens alors que son avocat français est empêché de lui rendre visite sur place? Écoutez, j'espère que cet empêchement n'est que provisoire puisque j'ai réitéré ma demande de visa et je veux croire qu'il ne sera pas fait d'obstacle à l'exercice des droits de la défense. Je pense que c'est l'intérêt de tout le monde. Il y a un contexte de la relation franco-algérienne qui est très dégradée, très enflammée, comme vous l'avez vu. Et je crois que mon rôle, parce que c'est l'intérêt de Boualem Sansal, c'est précisément de l'en préserver autant que possible, qu'il ne soit pas otage de ces difficultés. Voilà. Donc il y a une relation franco-algérienne qui est malheureusement ce qu'elle est. Nous en prenons acte. Et puis il y a un dossier et des avocats qui veulent pouvoir exercer et qui ont encore confiance dans la possibilité de le faire. Donc on verra dans les prochains jours si ces droits de la défense peuvent être exercés pleinement. Alors vous avez, j'ose pas le dire, mais enfin il y a une sorte de double casquette puisque vous avez été ambassadeur, donc vous vous êtes roué aux questions diplomatiques et en même temps vous êtes l'avocat de cet homme qui est emprisonné là-bas. Que faut-il faire? Calmer le jeu, arrêter les amabilités entre guillemets que s'échangent le président Tebboune et le président Macron? C'est ça que vous souhaitez? Si nous avions, d'abord je crois que tous les Algériens et tous les Français ne peuvent que souhaiter que le climat s'apaise entre les pays. Ce sont des pays qui ont une vocation à poursuivre une longue route ensemble, que beaucoup de liens unissent de divers ordres. Et donc nous avons tous intérêt, comme Français, comme Algériens, à ce que les choses s'apaisent. Et plus encore, Boualem Sansal, bien entendu. Mais je n'ai pas, moi, la possibilité de contribuer à cet apaisement. J'ai la possibilité, en revanche, et c'est la ligne que je tiens pour le moment, de me tenir à l'écart. Vous avez l'expérience de ces dossiers internationaux où des gens sont détenus, parfois en dépit des droits de l'homme, ou alors dans des conditions juridiques que vous savez contester. Qu'est-ce qui fait avancer un dossier, même si chaque cas est judiciairement différent? Ah, c'est une bonne question.
Alors là, je ne parle pas spécifiquement du cas de Boualem Sansal, mais dans ce genre de dossier, ce qui fait avancer, c'est ce que j'appellerais souvent D'abord, la première condition pour avancer, c'est que la personne concernée, la personne détenue, puisse tenir. Donc, il faut pouvoir l'encourager, pouvoir avoir accès, et ça, c'est la première condition. Ensuite, c'est la persistance de l'entourage. Et puis, lorsque les dossiers revêtent une dimension politique, je ne dis pas que c'est le cas là, hein, je dis pas le contraire non plus. Elle l'est aussi. C'est le caillou dans la chaussure. Boualem Sansal sait qu'il est soutenu en France, qu'il est entouré, qu'il y a des tribunes, qu'il y a des intellectuels qui se réunissent, oui. que vous êtes là. Oui, il le sait. Et c'est d'autant plus troublant son incrimination que, vous voyez, c'est un esprit libre. C'est un esprit qui a pu prononcer ou écrire des propos qui ont pu heurter, mais c'est le contraire d'un provocateur, c'est le contraire de quelqu'un qui veut nuire. Tous ceux qui ont eu la chance de le rencontrer ne peuvent qu'être frappés par son humanité, son affabilité. Ce qui nous ramène à la question qu'on développera bien sûr le jour venu de l'intention. Quelque déplaisant aient pu paraître ces propos, d'abord on devrait pouvoir dire et écrire, c'est un droit fondamental consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un droit vraiment consacré, ratifié par l'ensemble des nations, celui de parler et de croire. Et donc, non, ça ne cadre pas. On voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ce que nous ferons valoir le jour venu. François Imré, invité de la matinale de Radio Classique. Il y a 10 ans, vous étiez ambassadeur de France au Danemark. Un 14 février, vous êtes invité à participer à une conférence sur les caricatures dans la presse. C'était un peu plus d'un mois après les attentats de Paris, qu'on célèbre en ce moment. Et lors de cette rencontre, vous échappez à la mort. Racontez-nous. On est quelques jours après Charlie Hebdo, et je rappelle que Charlie Hebdo, c'est parti du Danemark. Pourquoi Charlie Hebdo a été massacré et frappé ? Parce que ce journal a décidé de reproduire les caricatures danoises en solidarité avec des journalistes, des confrères qui vivaient sous protection rapprochée, vivaient sous la menace depuis très longtemps, depuis 10 ans. Et donc le monde est sous le choc après Charlie Hebdo, nous sommes tous, la France est sous le choc, et les Danois, et les caricaturistes danois plus encore, ils me demandent de présider une petite réunion publique. Il y avait une quarantaine de personnes, c'était pas, pas énorme. Une trentaine de personnes, donc c'était vraiment une petite chose, et dans un centre culturel, et ce que j'accepte, non sans m'être renseigné sur ce que c'était, mais tout simplement parce que je considérais que c'était mon devoir, qu'on pouvait pas, le 11 janvier, inviter la terre entière à marcher dans les rues de Paris avec nous, et moi leur dire non, débrouillez-vous entre vous, c'est pas la place d'un ambassadeur. Si, c'était ma place, et j'y suis allé, et puis la fusillade a éclaté, fusillade qui a été revendiquée ensuite par Daesh, et il y a eu 6 blessés graves, un mort, puis un deuxième mort après. Devant une synagogue, le gardien d'une synagogue, oui. dans la foulée, dans la nuit. Non, mais c'est vraiment la réplique, c'est-à-dire la cible, la France, les caricaturistes, les Juifs, là vraiment la réplique, le miroir de Charlie. On vous a reproché de vous être rendu à cette manifestation. Votre employeur, le Quai d'Orsay, vous a dit, mais qu'est-ce que vous alliez faire là-dedans ? Au lieu de s'inquiéter de votre sort, on vous a dit, qu'est-ce que vous alliez faire là-dedans ? Il y avait un côté pas de vague dans les réactions de votre employeur. Alors, c'est vrai que j'ai dû, dès le lendemain, me justifier. Mais en même temps, je comprends, même si c'était douloureux pour moi, parce que ce que j'aurais eu besoin d'entendre, parce que quand on traverse ça, quand on voit le mot fin de sa vie, quand on est par terre, et au sol, et qu'on entend cette fusillade interminable, et qu'on se dit, ça y est, c'est notre tour, les gens de Charlie sont morts comme ça, je sais comment ils sont morts, et c'est maintenant... c'est mon tour. On met un moment à s'en remettre. On met longtemps à s'en remettre. Et ce qui aurait été pour moi, à ce moment-là, utile, c'est d'entendre vous avez fait votre devoir. Vous y étiez. Or, ce que j'ai entendu, c'est qu'est-ce que vous alliez faire là ? Ni d'un président, ni d'un ministre des Affaires étrangères. Non, je pense que c'est plus un réflexe administratif, ça. Non, c'est pas les autorités, mais
c'est plus l'administration qui... Mais c'est vrai que je suis assez surpris 10 ans après de voir que cet attentat où un ambassadeur de France a failli perdre la vie en faisant son boulot et était très clairement visé. Il n'y a pas d'équivoque. J'étais en tête d'affiche avec le caricaturiste. Il y a une sorte d'effacement. Oui, voilà. Donc, moi, je demande pas plus que simplement ce soit rétabli dans cette séquence de 2015. Mais d'ailleurs, j'observais, vous voyez, ce que disaient les victimes de l'hypercachère hier. Elles aussi, elles souffrent de sentiments d'oubli, d'effacement. Quand on est victime de ça, on met longtemps à s'en remettre. C'est ça que je peux dire. Et tout ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y ait pas de déni de ce que vous avez traversé. Françoise Imret, une dernière question. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, envisage d'augmenter la rétention de sûreté pour les prisonniers radicalisés. En clair, ça revient à de la prison après la peine de prison. Alors, compte tenu du contexte, des risques, on comprend cette préoccupation du ministre de l'Intérieur. Mais qu'en pense le militant des droits de l'homme et l'avocat que vous êtes? Qu'en pense celui qui a failli être la victime de la radicalisation et du terrorisme et en même temps qui défend les droits de l'homme depuis longtemps? Il en pense que c'est une question compliquée et qui mérite mieux que des jugements à l'emporte-pièce et que tout le code de procédure pénale tourne depuis très longtemps, les débats autour de cette question de la sécurité et de la liberté. Que la rétention, elle existe déjà d'une certaine façon dans notre code, elle a été encadrée, était partiellement censurée, que évidemment ça pose des questions autour de qu'est-ce qu'on appelle la notion de dangerosité. Donc il y a des réglages fins et tout est dans la manière de le faire. Mais ce que j'en pense surtout, c'est que ça porte la marque de l'échec de notre système carcéral. Parce que cette question ne se poserait pas si la prison faisait pleinement son œuvre de rendre, comme le disait Robert Badinter, les hommes meilleurs. Et au fond, est-ce que la solution n'est pas aussi de ce côté-là? C'est pas facile, c'est très facile à dire et très difficile à faire, je le sais. Et tous les acteurs sont de bonne foi, à la fois ceux qui ont la sécurité des concitoyens comme préoccupation première, ceux qui ont le respect des droits et du contradictoire et des droits de la défense et de l'individualisation des peines aussi. Tout le monde est de bonne foi. Françoise Imret, merci d'avoir parlé à nos auditeurs ce matin. Merci d'avoir choisi Radio Classique pour vous exprimer et défendre la cause de Boualem Sansal. Vous nous donnerez des nouvelles évidemment. À bientôt sur l'antenne de Radio Classique. Françoise Imret,